Bonjour, bienvenue au TP8. Aujourd'hui, on va voir deux choses. En premier, la mémorisation, puis en deuxième, la programmation dynamique. Puis pour ça, pour ce deuxième aspect-là, la programmation dynamique, on va faire deux exercices. Donc, on va commencer tout de suite avec la mémorisation. La mémorisation, c'est quoi? Ça permet de garder en mémoire, dans le fond, les résultats qu'on a déjà calculés. Qu'on a déjà calculé dans quel moment, dans quel type d'algorithme, pour tous les algorithmes récursifs. Donc ici, on voit que cet algorithme-là, c'est pas important qu'est-ce qu'il fait. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est une fonction, puis elle s'appelle elle-même, avec des paramètres qui diminuent. Donc, c'est une fonction récursive. Là, ce qu'on voudrait faire, ce serait d'ajouter la mémorisation afin que quand on calcule la valeur d'après m et n, qu'on puisse le réutiliser par la suite sans devoir le recalculer à chaque fois. Donc, on va y aller. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire au début? Au début, il faudrait avoir, dans le fond, un tableau. Donc, il faudrait s'instancier avant la fonction, dans le fond, avoir une variable globale où on a, par exemple, ici, un dictionnaire, ou en Java, ça s'appelle une map. Puis, au début de la fonction, ce qu'on fait, je vais la réécrire ici. C'est un command avec un M et un N. Comment ça fonctionne? C'est au début, on va regarder si il y a une entrée dans le dictionnaire qui, par rapport aux paramètres M et N. Donc, si ça ici, ça se retrouve dans le dictionnaire, la seule chose qu'on fait, on ne calcule rien, on fait juste retourner dans le fond mémo, la valeur que contient cette clé-là du dictionnaire. Donc, on n'a pas besoin de la recalculer. Ensuite, ce qu'il va falloir faire pour le reste, ça va être de calculer la valeur, ici, calculer la valeur, puis retourner dans le fond, la stocker dans Mémo avant de la retourner. Donc, la première condition, lui ici, on n'a pas vraiment besoin de le stocker parce que c'est déjà en haut de 1. Il n'y a aucun appel récursif, donc on n'a pas besoin de le faire. Donc, ce qu'on fait, on fait else if m est égal à 0. On retourne n plus 1. Ensuite, le deuxième else if, là c'est si n est égal à 0. Là, on return à command m-1 avec un n égal à 1. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut, par exemple, on va avoir une variable qui s'appelle v. Donc, v va appeler va faire l'appel récursif, va contenir la valeur de l'appel récursif. Puis, on va la stocker avant de la retourner. Donc là, ce que je vais faire, c'est ça comme ça. Ensuite, je vais avoir un autre, il y a un autre sinon, donc else. Puis là, ce qu'on fait, c'est v est égal à l'appel de la fonction m-1 avec, encore une fois, un autre appel de la fonction m n-1. Comme ceci. Là, ensuite, il ne faut pas oublier de le rajouter dans le dictionnaire. Donc, mn est égal à la valeur qu'on vient de calculer. Puis ensuite, on retourne cette valeur-là. Et voilà. Vous voyez que, par rapport à ici, on a 1, 2, 3, 4 lignes de plus. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et ça fait que l'algorithme est beaucoup plus rapide parce qu'on n'a pas besoin de recalculer les résultats quand on rappelle la fonction. Maintenant, gardez en tête que la mémorisation, ça fait du sens quand le output
même si c'est récursif, il faut que le output soit pareil pour les mêmes paramètres en entrée. Si on retournerait quelque chose qui est différent dépendamment de d'autres paramètres hors de la fonction, on ne peut pas utiliser la mémorisation parce que le résultat va changer avec le temps, avec le nombre de fois qu'on le rappelle, puis tout. Donc, quand vous utilisez la mémorisation, il faut vous assuriez que vous l'utilisez pour quand les paramètres, le résultat est toujours pareil quand les paramètres restent pareils. Un autre exemple, par exemple, ce serait la suite de Fibonacci. Si on le fait en récursivité, la mémorisation, ça l'aide beaucoup. Donc voilà, la mémorisation, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va aller faire notre premier exercice de programmation dynamique. Donc l'exercice, vous allez voir, c'est assez simple. C'est juste qu'il y a pas mal de stock dans cet exercice-là, donc ça peut être un petit peu compliqué de les faire comprendre qu'est-ce qu'il veut vraiment. En gros, on a une liste de tâches T. Donc, on a T tâches en banque. Des tâches aussi, c'est des tâches des programmes sur un ordinateur, si on veut. Puis, ces tâches-là vont être exécutées sur un CPU qui contient un cœur dans notre cas. Il n'y a pas de multithreading. Puis, ce qu'on veut, c'est maximiser la quantité de données qui va être traitée en un temps N alloué. Donc, toutes les tâches qu'on a, les T-tâches qu'on a, vont traiter une quantité de données différentes. Donc, il y en a qui vont traiter plus en plus de temps, d'autres un petit peu moins en moins de temps, puis ça varie comme ça. Maintenant, on peut juste utiliser une tâche une seule fois. Donc, une fois que la tâche a été effectuée, on ne peut plus la répéter après. Puis, on veut maximiser le nombre de données qu'on fait en un certain nombre de temps. Donc, pour ça, on a deux arrays, celui-ci et celui-là. D contient le nombre de données traitées par la ième tâche. Donc, on voit que ça va de 1 à T. Donc, par exemple, si on a 5 tâches, qui est le cas dans notre problème, on a un array de 5 éléments. Puis, chaque élément correspond au nombre de tâches, au nombre de données traitées par la tâche. Donc, la première tâche traite 18 données. La quatrième tâche traite 6 données, etc. Le deuxième array, E, est lui aussi de la même longueur, donc contient un élément par tâche. Puis, chaque élément contient le nombre de temps que prend cette tâche-là pour se terminer. Donc, la deuxième tâche va prendre 4 secondes, puis la 4 millisecondes, disons, ça fait plus de sens, 4 millisecondes, puis la cinquième tâche va prendre 6 millisecondes, etc. Donc, notre but, c'est de maximiser ça ici, donc la quantité de données traitées, mais avec la contrainte sur ça ici, le temps. Donc, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus difficile à comprendre, c'est que dans le fond, notre contrainte n'est pas sur la même donnée qu'on essaie de maximiser. Mais on va le faire, puis vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple après. Donc, notre matrice M, c'est notre matrice pour la programmation dynamique. Donc, on va commencer par, sur les I, de dire qu'est-ce qui, dans le fond, c'est quoi les tâches qu'on peut prendre. Donc, au début, on peut prendre aucune tâche, donc rien. Ensuite, on peut prendre la première tâche. Puis ensuite, on rajoute tout le temps une tâche. Donc, on prend la première et la deuxième, la première, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on les ait toutes prises. Et voilà, comme ça. Donc, ça ici, c'est notre première dimension à notre matrice, qui est les tâches qu'on peut prendre. L'autre dimension, c'est quoi? C'est le nombre de temps. Donc ici, j'ai millisecondes, mais prenez ça comme si c'était des millisecondes à la place. Ça fait juste plus de sens pour les tâches sur un CPU. Donc, on a 10 millisecondes. Donc ici, on va avoir qu'est-ce qu'on fait si on n'a aucune seconde, si on n'a aucune milliseconde, si on a 1 milliseconde, 2 millisecondes,
etc. comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à notre 10. Oups, je ne sais pas compter. OK, 7, 8, 9, 10. OK. Ça ici, c'est nos millisecondes. Et ça ici, c'est nos tâches. Donc, N et T. Donc, avant de remplir la matrice, on va essayer de trouver, ce serait quoi la fonction de récurrence. C'est-tu comme ça qu'on appelle ça, une fonction? Attendez, je vais aller voir. Blablabla. L'équation récursive. L'équation récursive, pardon. Fonction de récurrence, c'est l'autre affaire, ça. OK, c'est correct. Donc, la valeur à MI de la matrice, où I, c'est nos tâches, et où IJ, c'est notre temps, ça peut être égal à un certain nombre de choses. Donc, notre cas de base, si on veut, c'est quoi? C'est que quand on n'a accès à aucune tâche ou qu'on a accès à aucune donnée, aucun temps, je veux dire, forcément, on ne peut rien faire. Donc, M va être égal à 0. On peut traiter aucune donnée si on n'a pas de tâche, donc I égale à 0, ou que J est égal à 0, donc si on n'a pas de temps non plus. Donc, ça ici, ça va être égal à 0. Comme ça. Ensuite, moi, je vois deux possibilités pour les autres temps. Soit qu'on utilise la tâche qu'on vient d'ajouter, comme par exemple ici, on vient d'ajouter la 1, ici, on ajoute la 2, ici, on ajoute la 3. Donc, soit on utilise la dernière tâche qu'on a de disponible, ou on ne l'ajoute pas. Si on ne l'ajoute pas, ça veut dire que c'est plus rentable de juste, dans le fond, la mettre de côté et dire on va utiliser les tâches précédentes. Donc, la meilleure possibilité dans les tâches précédentes. Mais c'est quoi les meilleures possibilités dans la tâche précédente? C'est, disons qu'on est rendu ici, c'est de dire, je ne vais pas prendre le 3, la troisième tâche, je vais prendre uniquement les deux premières tâches avec, dans le fond, la même quantité de temps. Donc, c'est d'aller regarder dans cette case-là ici. Puis ça, c'est quoi? C'est de dire que MI ou J va être égal à MI moins 1. Donc, dans le fond, notre dimension pour les tâches, on va regarder celle qui est au-dessus, avec la même quantité de temps. On a le choix entre ça ou prendre la tâche courante. Si on prend la tâche courante, par exemple, disons qu'on est rendu à la quatrième tâche. Donc, ici, on a Apparate utilisé en 2 secondes. Apparate fini en 2 secondes et elle traite 6 données. Puis qu'on est rendu, dans le fond, on va dire qu'on est rendu à cette case-là ici. Donc, on est rendu à 6 secondes avec la quatrième tâche d'ajouter. Donc, si on prend cette tâche-là, qui prend 2 secondes, ça veut dire qu'il nous reste 6 moins 2 égale 4 secondes de disponible. 4 millisecondes, pardon, de disponible. Et on réalise 6 tâches. Mais là, avec les 4 millisecondes qui nous restent, on pourrait faire quelque chose d'autre pendant ce temps-là. Et c'est où dans la matrice qui contient ce qu'on peut faire en 4 secondes avec les tâches précédentes? C'est ici. C'est quoi cette case-là? C'est de dire, j'ai utilisé 2 secondes avec 2 millisecondes avec la tâche 4. Donc, il me reste les tâches 1, 2, 3 à utiliser, si j'ai du temps. Donc, je passe de 6 millisecondes moins 2, ça donne 4 millisecondes. Donc, dans cette colonne-là, j'ai les tâches qui me permettent de maximiser la quantité de données en 4 secondes, 4 millisecondes. Quelle rangée je vais aller voir maintenant? Je vais aller voir la dernière qui a été remplie, qui ne contient pas la quatrième tâche.
Donc, je vais aller voir le row juste au-dessus, ce qui me donne cette tâche-là ici, cette entrée-là dans la matrice ici. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire on peut soit annuler, dans le fond, ignorer la nouvelle tâche parce qu'elle ne nous rajoute pas des données, ou on peut aller voir, on peut prendre la donnée courante, donc D de I, dire je vais prendre les données que la quatrième tâche fait, plus, là j'ai dit je vais aller voir c'est quoi la plus grande quantité de données que je peux traiter en utilisant uniquement les tâches précédentes, donc I-1, puis en allant voir les données qui peuvent être traitées avec les secondes qui restent. Donc, les secondes, c'est quoi? C'est le J. Et le J, on dit qu'on soustrait quoi? On soustrait la quantité de temps que prend la tâche courante. Ça, c'est notre array E. Donc, E de I. On dit le temps que prend la ième tâche. Comme ça. Puis, ce qu'on a dit, c'est que pour ces deux choses-là, on prend le maximum entre les deux. Donc, si j'enlève le petit carré que je viens de faire, ici, on prend le max entre les deux. Soit qu'on utilise la tâche, soit qu'on ne l'utilise pas. Puis, ça, c'est un sinon. Donc, soit qu'on est dans le cas ici où on est au début puis que tout est des zéros parce qu'on n'a pas de temps ou pas de tâche, ou on est dans l'autre cas où on peut utiliser une tâche, au moins une tâche. Donc, on va remplir notre matrice avec ça. Comme ceci. Let's go. Ici, on a la première tâche dans cette rangée-là. La première tâche, si on regarde notre tableau, qui est ici, elle prend 8 secondes, 8 millisecondes. Donc, avant qu'on ait 8 millisecondes, c'est impossible de la faire, cette tâche-là. On ne va jamais être capable de la faire. Et puisqu'on n'a aucune autre tâche, dans le fond, si on regarde précédemment, ben il n'y a rien. On regarde la row avec aucune donnée, avec aucune tâche. Donc, ça va être 0 jusqu'à ce qu'on arrive aux 8 millisecondes, où là, on peut faire la tâche. Puis la tâche permet de traiter 18 données. Puis, on peut la réaliser pour tout le nombre de secondes restantes. Puisque, n'oubliez pas, dans ce cas-ci, on a juste la première tâche. Donc, même si on a du temps en trop, on n'a pas d'autres tâches pour combler ce temps-là. Donc, ça nous donne ça pour la première tâche. Maintenant, si on rajoute la deuxième tâche, la deuxième tâche prend moins de temps. Donc, elle prend 4 millisecondes. Donc, jusqu'à 4 millisecondes, on ne peut rien faire. Mais disons qu'on regarde avec notre fonction en haut ici, pour être sûr que je ne fais pas juste dire ça par intuition, mais que c'est vraiment ça. Ici, je dis que je prends le max entre I de I-1, J. Donc, je prends le maximum entre 0, qui est cette case-là, et le maximum entre la quantité de données que peut faire la tâche, donc 8, plus M de, dans le fond, regarder le temps précédent, qui est les nombres de tâches que je peux faire dans le temps précédent. Donc là, dans mon cas, moins 4, ça donne dans les négatifs. Donc, c'est pas bon. C'est impossible, ce qui nous donne 0 dans ce cas-ci. Quand on est dans le négatif, on n'est plus dans le tableau, forcément, c'est 0. Mais je ne peux pas faire ça, puisque pour faire ça ici, il faut que j'aille du temps restant. Il faut que au moins J-E de I donne 0. Si ça donne des négatifs, ça veut dire que je n'ai même pas le temps de réaliser cette tâche-là. Donc, normalement, j'aurais un array out of bound, ce qui ferait que ma fonction arrêterait. Donc, ça nous donne 0.
Donc, on a 0 jusqu'à 4 secondes. Pourquoi? Parce qu'à 4 secondes, on peut utiliser la deuxième tâche, là, qui nous donne 4. Puis, ça va rester comme ça. Pas 4. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? J'ai mis la valeur du nombre de temps que ça prend ici. Mais c'est pas ça qu'on veut. Nous autres, on veut le nombre de tâches traitées, donc 8. Puis, ça va rester 8 jusqu'à ce qu'on arrive à 8 secondes. Pourquoi? Parce qu'à 8 secondes, on peut prendre la première tâche. Donc, ça pourrait changer là. Mais avant ça, ça ne va pas changer parce que ça reste 0 partout ici. Donc, on a 8, 8, 8. Maintenant, ici, on a le choix. Soit qu'on prend 18, donc la case précédente, donc dans le fond, on ignore la deuxième tâche, ou on prend la deuxième tâche plus le temps restant. Dans le fond, avec le temps restant, les tâches précédentes. Donc, on a le choix entre 18 ou 8 plus. Combien de temps prend la tâche 2? 4 secondes. Donc, on a 8 moins 4. Donc, on va regarder dans cette row-là, dans cette colonne-là, la row avant, ce qui donne 0. Donc, on a le choix entre 18 ou 8. Donc, le 18 il est meilleur. Donc, on est mieux de laisser tomber la deuxième tâche et d'utiliser la première. Ici, ça donne la même chose. On a le choix entre 18 ou 8 plus, mais à place de regarder dans cette colonne-là, on va regarder ici. Puis ici, on va regarder ici, ce qui donne encore 0. Donc, on a ça comme ça. Puis on a fini la deuxième rangée. Maintenant, on est rendu à la troisième tâche. La troisième tâche prend 10 secondes et permet de traiter 20 tâches. Donc, vous voyez que là, la troisième tâche prend 10 millisecondes. Donc, on peut juste la prendre quand on est rendu à la dernière case. Avant ça, c'est impossible parce qu'il n'y a pas assez de temps. Donc, notre rangée va rester pareille que la précédente, sauf peut-être à la dernière case. Donc, on va retranscrire ce qu'il y avait à la ligne précédente. Puis, rendu ici, on va regarder. On a le choix entre quoi et quoi? On a le choix entre 20 tâches, puisqu'on a le temps pour le faire. Donc, le 20, c'est la deuxième ici. Donc, 20 plus 10 moins 10, ça donne 0. Donc, on va regarder ici. Et on a bel et bien aucune donnée qui peut être traitée parce qu'il n'y a pas de temps qui reste. Ou on a accès à la case d'avant qui est 18. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? On va prendre la troisième tâche puisqu'il donne un meilleur nombre de données traitées qui est 20. 20. Maintenant, on rajoute la quatrième tâche. Quatrième tâche prend 2 millisecondes et permet de traiter 6 tâches. Donc là, en 1 seconde, on ne peut rien faire, mais tout de suite, en 2 secondes, on peut prendre 6 tâches. On peut traiter 6 tâches. Ensuite, ça reste pareil jusqu'au 4 parce que avant ça, c'est tout le temps 0. Puis rendu au 4, là, on a 2 choix. Soit qu'on prend la tâche 4, qui est 6 secondes, plus le nombre de données traitées avec le temps qui reste. Donc, 4 moins 2, ça donne 2. Donc, on va regarder ici. Donc, on a 0. Donc, 6 plus 0. Ou on ignore la tâche, puis on prend le meilleur résultat avec les tâches précédentes, qui est 8. Dans notre cas, le meilleur, c'est le 8. Donc, de ignorer la quatrième tâche. 8. Le 5, c'est exactement la même chose. Dans le fond, on va faire 5 moins 2. Ça va donner 3. Ce qui est 0. Donc, on a le même résultat, 8. Là, maintenant, ici, on a le choix entre utiliser la tâche, ignorer la tâche 4, qui est 8, ou
utiliser la tâche présente, qui est 6 données traitées par la tâche 4, plus utiliser le temps restant. Donc, 6 moins 2, parce que la tâche 4 prend 2 millisecondes, ça donne 4. Quand on va regarder ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec 4 millisecondes avec toutes les tâches précédentes? Donc, 1, 2, 3. On peut traiter 8 données. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On est rendu avec 6 données pour la tâche 4, plus 8 avec les autres tâches, ce qui nous donne 14. Donc, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'utiliser la tâche courante et d'avoir 14. 7, c'est la même chose. Là, maintenant, 8. 8, on peut faire la même chose qu'on vient de faire, donc utiliser la tâche plus avec le temps qui reste, utiliser les tâches précédentes, ce qui donne 8 moins 2, ça donne 6. Si on va regarder ici, on peut faire 8 tâches avec les tâches précédentes. Donc, on a 6 plus 8 qui donne le 14. Ou on peut l'ignorer et regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres tâches qu'on avait. Donc, on ignore la tâche 4. On peut traiter 18 données. Ça, c'est meilleur. Entre 14 et 18, c'est 18 qui gagne. Maintenant, si on continue, 9 secondes, ça va rester la même chose. On va pointer, à place de pointer là, on va pointer au 7. Donc, on a le choix entre 18 et 14. C'est 14, c'est 18 qui est le meilleur. Et puis, ensuite, là, on a le choix entre 20 ou 6 plus quoi? Si on fait le petit calcul, on prend le temps qui reste, donc 10 moins 2 égale 8. Puis, on va regarder les tâches, le nombre de données traitées avec les tâches précédentes seulement, ce qui est 18. Donc, on a 6 plus 18 ou 20 qu'on peut utiliser, qui est le précédent. Donc, 24, c'est plus grand, donc c'est lui qu'on va prendre. Donc, le mieux qu'on peut faire, c'est utiliser le 24 ici. Donc, utiliser la tâche 4. Maintenant, il nous reste juste la tâche 5. La tâche 5, elle prend 6 secondes et permet de traiter 11 tâches. Donc, elle prend 6 secondes. Donc, avant qu'on arrive à 6, tout va rester pareil à les lignes précédentes puisqu'on ne peut pas utiliser la nouvelle tâche. Le 0, 6, 6, 8, 8. Le rendu ici, on peut utiliser la nouvelle tâche. Donc, on a le choix entre la ligne précédente, 14, ou 11 plus quoi? Il nous reste combien de temps si on utilise la tâche courante? 6 moins 6, ça donne 0. Ou 0. Oups, je disais 6 plus 0. 11 plus 0. Donc, 14, c'est meilleur. Ensuite, si on avance d'une milliseconde, on va avoir la même chose, puisqu'ici, on va avoir 7 moins 6 qui donne 1, donc 0 aussi. Donc, on a le choix entre 14 ou 11. C'est 14 qui est meilleur. Là, rendu à 8 millisecondes, on a le choix entre 18, qui est qu'est-ce qu'on avait précédemment, donc sans la tâche 5, ou 11 plus le nombre de données qu'on peut traiter avec le temps restant. Donc, 8 moins 6, ça donne 2. Si on va regarder ici, on a 6. 11 plus 6, ça donne 17. Donc, c'est proche, mais le meilleur, c'est uniquement utiliser les tâches précédentes. 18. Pour 9, ça donne exactement la même chose parce que à la place d'avoir 8 moins 6, on va avoir 9 moins 6. Puis, ça va nous pointer ici avec 6. Donc, c'est 18 qui est meilleur. Maintenant, pour le dernier, on a le choix entre utiliser les tâches précédentes uniquement, donc 24, ou utiliser la tâche courante, donc avoir 11 données traitées, plus ce qu'on traite avec le temps restant, donc 8 moins 6, ça donne 4. Puis en 4 secondes précédemment, ce qu'on peut faire, c'est 8 données traitées. 8 plus 11, ça donne 19. C'est plus bas que 24. Donc, c'est meilleur d'uniquement utiliser
les 4 dernières tâches. Et on a fini notre matrice. Maintenant, ce qu'on va faire, non. Ce qu'on va faire, c'est de déterminer comment remonter, comment écrire l'algorithme, dans le fond, pour remplir cette matrice-là, et aussi comment remonter dans la matrice pour trouver les tâches qui doivent être utilisées. Donc, mettons qu'on a rempli cette matrice-là. On est rendu à, si je nettoie un petit peu, on est rendu à ça comme ça. 18. Maintenant, on veut trouver c'est quoi les tâches qu'on a utilisées. Parce que quand on arrive ici, on a la quantité de données maximale, mais on n'a pas le nombre, c'est quoi les tâches. Donc, ce qu'on fait, c'est simple. On va regarder la case au-dessus. Si la case au-dessus est pareille que le résultat qu'on a, ça veut dire qu'on n'a pas utilisé la tâche courante. Par exemple, 24 est pareil à 24, donc on n'a pas utilisé la tâche 5 parce que si on l'avait utilisé, on aurait eu un score qui est meilleur. Donc, quand le score est pareil, on fait juste remonter. Là, notre pointeur va pointer sur cette case-là ici, que je vais mettre en bleu, comme ça. Là, ensuite, on va regarder, est-ce que 24 est pareil à 20? Non. Donc, on a utilisé la tâche 4. Et la tâche 4 prend combien de temps? Prend 2 secondes. Donc, ce qu'on fait, on fait 10 moins 2, ça donne 8 secondes. Ici, on a par exemple une queue qui contient 4, parce qu'on dit qu'on a utilisé la tâche 4. Puis, avec les 8 secondes qui restent, dans le fond, on va aller à la 8e rangée, ici, avec, dans le fond, les trois tâches restantes, puisqu'on a déjà exploré celle avec la 4e tâche. Est-ce que 18 est égal à 18? Oui. Donc là, on pointe là. Est-ce que 18 est égal à 18? Oui, on pointe là. Est-ce que 18 est égal à 0? Non. Donc ça veut dire qu'on a utilisé la première tâche. La première tâche prend 8 secondes. 8 millisecondes, pardon. Donc 8 moins 8, ça donne 0. Dans notre queue, on ajoute la tâche 1, puisque le résultat est différent. Puis maintenant, on va pointer ici. Donc là, maintenant, ça fait ça comme ça, parce qu'il ne nous reste aucun temps. Et on revient à 0. Et on a trouvé c'est quoi les tâches qu'on a utilisées. Donc juste, on a uniquement utilisé la tâche 1 et 4. C'est ce qui permet de maximiser le plus sa quantité de données traitées en 10 millisecondes, avec les 5 tâches qu'on avait. Et puis, pour l'algorithme, comment est-ce qu'on écrirait le pseudocode dans le fond? C'est très simple. On utilise exactement ce qu'on a là. Ce qu'on fait, c'est on va louper sur toutes les i et les j et remplir la matrice. Donc, ouais. Ah, OK. Donc, on a je vais choisir la couleur vert. On a for i in 1 jusqu'à t. Ensuite, on a for j de 1 à n. Donc, on a une nouvelle imbriquée. Puis, à l'intérieur, on calcule ça comme ça. Donc, on fait si i ou j est égal à 0, ben, le résultat mij va être égal à 0. Puis, sinon, on prend le max entre mi-1, j, ou d de i plus m de i moins 1, j moins e de i. C'est juste, dans le fond, l'algorithme en code, c'est quasiment la même chose que notre fonction fonction qu'on a là pour remplir M. Donc, voilà pour ce numéro-là. Maintenant, on va aller faire un deuxième problème de la programmation dynamique. Celui-là, je trouve plus simple que l'autre. Donc, normalement, vous devriez avoir plus de facilité à le faire. On a une liste S qui contient les nombres entiers.
Notre objectif, c'est de déterminer dans ce nombre, dans cette séquence d'entiers-là, les nombres qui sont tout le temps croissants. Donc, ils n'ont pas besoin d'être un à côté de l'autre. Ils n'ont pas besoin d'être consécutifs, mais ils doivent être croissants. Par exemple, on a 5, 8, 9, 10. Ça ici, c'est une suite constante. C'est une sous-séquence avec des nombres constants. Aussi, il y aurait, par exemple, 3, 3, 6, 9, 10. Comme ça. Parce que pour qu'un nombre soit croissant, il faut qu'il soit plus grand ou égal, dans notre cas. Puis, ce qu'on veut, c'est déterminer la plus longue sous-séquence. Donc, pour ça, contrairement à tout à l'heure, où on avait un tableau en 2 dimensions, on a juste besoin d'un tableau en 1 dimension. Donc, on va avoir S avec 5, 3, 4, 8, 3, 6, 9, 10. Ensuite, on va avoir notre fonction. Donc, par exemple, tout à l'heure, on avait utilisé M pour une matrice. Là, on peut utiliser V pour un vecteur qui va contenir la plus longue séquence. Donc là, tout à l'heure, ce qu'on avait fait, on avait trouvé l'équation de récurrence en premier. Là, ce qu'on va faire le contraire. On va dire, mettons qu'on a 5. C'est quoi la plus longue sous-séquence qu'on a de nombres croissants? C'est 1. Parce que quand on est au premier nombre, ben forcément, il y a juste un élément, c'est 1 la plus longue séquence de nombres croissants. Maintenant, on va passer au suivant. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit qu'on prend le nombre d'avant, s'il est plus grand, s'il est plus petit, pardon. Sinon, on ne peut pas le prendre, puis on recommence à 1. Le 3, c'est plus petit que 5. Donc, forcément, ce n'est pas croissant. Donc, il faut recommencer ici. 1. Là, maintenant, on va aller à 4. Là, à partir de 4, soit qu'on prend un des nombres précédents, ou on dit que tous les nombres précédents sont tous plus grands, donc on ne peut pas les prendre. Donc, on va regarder. 5. 5, c'est plus grand que 4, donc ce n'est pas croissant. Donc, on le passe. Là, on arrive à 3. 3, c'est bel et bien plus petit que 4. Donc, 3 et 4 forment une suite de nombres croissants. Donc, ce qu'on fait, on pourrait prendre le nombre qui fait partie de la séquence croissante à partir de 3, faire plus 1, puis le mettre ici. Voilà. Maintenant, on va continuer. On va aller à 8. 8. 8 est plus grand que tous les nombres précédents. Donc, lequel qu'on va utiliser pour mettre la valeur ici? On va prendre le nombre précédent qui est plus petit que ce nombre-là, mais qui contient la valeur V la plus grande. Parce que dans le fond, soit qu'on prend le 5 puis on a une séquence de 2 nombres, mais c'est pas le plus grand. Si on regarde le 3, ça donne 1. 1 plus 1, ça donne 2. OK, donc ici on est rendu avec 2. La même chose que si on avait utilisé le 5. Puis là, maintenant qu'on regarde le 4, 4 est plus petit que 8. Donc, ça forme un élément, une séquence croissante. Puis, à partir de 4, c'est le deuxième élément dans la séquence de nombres croissants. Donc, 8 pourrait faire partie du troisième élément. Donc, c'est plus grand, on va l'utiliser. Puis, si on regarde, en effet, on peut faire 8, 4, 3, ce qui donne 3 éléments croissants dessus. Dans notre cas, c'est de suite, mais ce n'est pas forcément juste ça qu'il y a dans toute l'array. Là, on va regarder ici, 3. 3, on va regarder les nombres précédents. C'est quoi le plus petit nombre, le nombre qui est plus petit que 3 ou égal, qui a la plus longue séquence de nombres croissants? 5, c'est plus grand, on l'ignore. Donc là, on peut déjà l'ignorer. Le 8 aussi, il est plus grand. Donc, on va aller revoir 3, 4, même chose, il est plus grand. Donc, on a juste 3. 3 fait partie du le premier élément
la séquence croissante. Donc, ici, on peut faire la valeur V à l'index de 3, qui est 1, plus 1, ça donne 2. Maintenant, on continue. On est rendu au 6. 6, c'est plus grand que 5, donc on pourrait avoir, par exemple, 2, qui est la valeur 1 ici, plus 1. Il est plus grand que 3, donc ça pourrait être 2 encore. Il est plus grand que 4, donc ça pourrait être 2 plus 1, ça donne 3, qui est le meilleur. Est-ce qu'il est plus grand que 8? Non, donc on l'ignore. Est-ce qu'il est plus grand que 3? Oui, comme tout à l'heure. Puis là, le 3, c'est 2 plus 1, ça donne 3 aussi. Donc, il y a 2 choix de 3. Mais la valeur qu'on a ici, c'est 3. C'est le maximum. Maintenant, on est rendu au 9. 9 est plus grand que tous les autres chiffres. Il est plus grand que 5, donc on préfère 1 plus 1, ça donne 2. Il est plus grand que 3, donc on a 2 aussi. Que 4, ça nous donnerait 3. Donc, à être le plus grand nombre d'éléments qui fait partie de la séquence, ça pourrait être 3. Si on regarde le 8, il est égal à 3, donc on aurait 3 plus 1, ça donne 4. Donc, à date, c'est le plus grand élément qu'on a. Il est plus grand que 3, mais ça donnerait juste 3, qui est plus petit que le 4 qu'on a. Puis, de 6, on serait capable d'avoir 3 éléments, donc 3 plus 3 plus 1, ça donne 4. Donc, de 9, il y a 2 choix. Soit qu'on va ici, soit qu'on utilise lui, soit qu'on utilise lui. Dans notre cas, peu importe, il faut juste savoir c'est quoi la quantité d'éléments. Donc, c'est 4. Maintenant, le 10, le dernier, un peu comme le 9, il est plus grand que tout le reste. Donc, on va prendre l'élément qui a la plus grande valeur à V, qui est plus petit que 10, qui est dans notre cas, lui, direct ici. 4 plus 1, ça donne 5. Et voilà. Mais là, maintenant qu'on a ça, qui est dans le fond la longueur de la séquence, comment on peut faire pour trouver c'est quoi les éléments qui forment cette séquence-là? Ce qu'on peut faire, c'est de simplement avoir un compteur, dans le fond un index, par exemple ici, puis le premier élément qui est plus petit que ce nombre-là est la suite de cette séquence-là, de la séquence de nombres croissants. Mais il faut qu'il soit plus petit de 1 uniquement. Donc, à partir de 5, on a 10. On tombe à 9, qui a 4. Donc, on a 9. Là, après ça, ici, on a 3, 1 plus petit. Donc, on a aussi cet élément-là dans la suite. Là, on va ici. Ah, là aussi 2. Donc, ici, c'est plus petit de 1. Là, on va là. 3 aussi. C'est plus grand que le 2. Mais c'est 3. Puis ici, on avait un 3 ici. Donc, il y aurait une autre sous-séquence qui est 10, 9. Mais à la place de mettre un 6, on va mettre un 8. Ensuite, on va aller regarder ici. Donc là, le 2, il peut être la suite logique du 8. Donc, on a 4. 6, 8, ouais, OK. Mais aussi, le 2 qui est là pourrait être la suite de ce 6-là. Donc, on aurait un troisième, comme ça. Là, si on va là, 3. Donc, ici, on a tout 2, 2. Donc, on a 3, 3, 3. Puis maintenant, ici, on a un 1. Par contre, le 1, on pourrait dire, ah, regarde, c'est la suite du 4. Mais c'est quoi la seule chose qu'il faut pour que ce soit la suite? C'est que le nombre qui est ici, il faut qu'il soit 1 de moins que le nombre qui est là, mais aussi qu'il soit plus petit que la valeur dans l'array S. Donc, vu que 5 est plus grand que 4, ça se peut pas que ce soit ça. Donc, ça arrête là. Puis, on a 3 possibilités. Puis ici, on va regarder. Ouais, exact. J'ai regardé dans le fond dans les solutions et être sûr que c'était correct. En effet, il y a 3 possibilités. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour retrouver les éléments. Donc, maintenant, à partir de ça, comment est-ce qu'on peut écrire la formule l'équation de récurrence?
Donc, on dit que la fonction de récurrence, c'est le V. Donc, VI va être égal à quoi? Il va être égal à 1 si I égale à 0. On est d'accord. Si I, c'est le premier élément ici, forcément, c'est 1 tout de suite, puis il n'y a rien d'autre à faire. Par contre, s'il y a plusieurs éléments, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la valeur de V dans les index précédents, maximale, qui a un nombre qui est plus petit que le nombre courant. Donc, comment est-ce qu'on pourrait écrire ça? Une façon de faire, c'est d'utiliser une deuxième règle pour nous aider. Je vais écrire exactement comme qu'est-ce qu'il y a dans la réponse dans le corrigé pour que vous puissiez suivre plus facilement, qui s'appelle L. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on dit? Parce que là, ici, on veut... je vais utiliser... ouais, non. Je vais utiliser le max. De quoi? De 0, plus petit ou égal à I, plus petit ou égal à... Ici, ça va être J. Plus petit que J. Donc, parmi toutes les I précédents, dans le fond, donc, qu'on va utiliser J, on va prendre le maximum, donc V de J, plus 1. C'est ce qu'on avait dit. On va prendre le maximum, par exemple, qu'on est rendu à 8. On va prendre le nombre qui a le plus grand V précédent. Puis on va ajouter 1. Mais c'était quoi la condition pour prendre ce nombre-là? C'était qu'il fallait que le nombre, ici, 4, 3 ou 5, soit plus petit que le nombre courant. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser, dans le fond, une autre fonction qui va permettre de déterminer ça de façon plus jolie mathématiquement. Donc, on utilise le nombre, donc 1, si SI est plus grand ou égal à SJ. 0 sinon. Puis ici, on va avoir L de IJ. Donc, si J est plus petit ou égal, donc le nombre avant est plus petit ou égal au nombre courant, on va le prendre en compte. Ça ici, ça va donner la valeur de V. Par contre, si le nombre est plus grand, ça ici va donner 0. 0 plus 1, ça donne 1. Donc, c'est comme si on recommencerait comme qu'on a fait. Je vais enlever toutes les flèches. Là. Ici, on avait 5 et 3. On a dit, 3 est plus petit que 5, ça ne peut pas être une suite croissante, fait qu'on va recommencer à 1. Ce qui est exactement ce qu'on fait ici. Et ça, c'est notre équation de récurrence. Donc, voilà pour cet exercice-là. Donc, ça finit ce laboratoire-là. Donc, merci. Puis, je vous dis au prochain laboratoire.